toutes et à tous. Bienvenue au Parc des Parelles. Donc, je remercie beaucoup l'association du Parc des Parelles et donc Christian Niel, le président de l'association, de nous recevoir dans ce si beau lieu pour cet après-midi consacré donc à Georges Sand et l'écologie. Donc cet après-midi vous est proposé par le musée Georges Sand et de la Vallée Noire à La Châtre et par l'association du Parc des Parelles. Donc nous vous proposons dans un premier lieu, on va faire donc cette table ronde autour de Georges Sand et de l'écologie. Et puis à 17h, Christian Niel vous propose une visite commentée du parc pour ceux que ça intéresse. Et voilà, donc je vous préviens que cette intervention est filmée. Donc c'est donc nous qui sommes filmés, pas le public. Voilà, donc nous allons chacun et chacune intervenir sur ce sujet. Nous avons proposé cet après-midi en lien avec l'exposition Georges Sand écolo, point d'interrogation, que nous présentons au musée de Poche en ce moment, jusqu'au 3 septembre 2023. Donc l'idée de ce musée de Poche, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais c'est un musée temporaire et taille réduite qui est à l'hôtel de Vilaine à La Châtre, qui est une sorte de préfiguration du futur grand musée qui arrivera dans quelques années dans ce même hôtel de Vilaine. Et donc l'idée, c'est qu'on présente une petite partie de nos collections, mais on change régulièrement la présentation, avec des expositions à chaque fois qui interrogent soit une partie de la collection, une thématique, et notamment donc forcément Georges Sand, à travers donc des expositions comme Georges Sand écolo. L'idée, c'est donc de réinterroger la figure de Georges Sand, de montrer en quoi est-ce qu'elle peut être moderne et intéressante pour le visiteur aujourd'hui du XXIe siècle. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on pose aujourd'hui la question, Georges Sand était-elle écolo ? Alors, cette question peut paraître comme ça, de prime abord, un petit peu saugrenue, voire peut-être anachronique, mais on va voir que pas tant que ça. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question ? Parce que à la fin de sa vie, donc en 1872, Georges Sand écrit pour le journal Le Temps un article qui s'appelle « La forêt de Fontainebleau », qui est un plaidoyer pour la forêt de Fontainebleau en particulier et pour la nature en général, et qui est absolument remarquable aujourd'hui quand on le lit de modernité. C'est assez déconcertant en fait. C'est un plaidoyer qui est très très complet, où elle aborde donc, elle invoque des arguments très divers. Elle parle notamment de la nécessité de transmettre le patrimoine naturel aux générations futures. Elle alerte sur l'épuisement des ressources naturelles. Elle parle du droit de l'accès à tous au beau et la contemplation. Et donc, ça a été un petit peu pour nous le point de départ pour relire tout le rapport de Georges Sand à la nature, et donc le qualifier un petit peu, voir quelle forme il prend à travers sa vie et son œuvre, se demander si ce texte finalement c'est un texte qui est isolé ou est-ce qu'il est en quelque sorte l'aboutissement d'une réflexion qui est présente dans certains autres de ses textes, et finalement se poser la question, est-ce qu'on peut parler d'écologie pour Georges Sand ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens à son époque, notamment ? Donc, pour parler de ce sujet, nous avons donc différentes intervenantes et intervenants. Donc, toutes les intervenantes qui sont présentes ici nous ont aidés à concevoir le propos de l'exposition Georges Sand écolo et ont également rédigé chacune un article dans la petite publication qu'elles ont chacune dans les mains, qui est la publication qu'on fait pour chaque exposition de poche. On appelle ça un journal de poche. Et donc voilà, donc c'est l'idée d'aller un peu plus loin que le propos qu'on propose dans l'exposition. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est donc de chacune et chacun, pardon, vous présenter l'un après l'autre, et puis ensuite je poserai des questions sur tel et tel aspect du lien de Georges Sand à la nature, et puis ensuite vous pourrez, ceux qui le souhaitent, poser vos questions. Voilà. Vous pouvez commencer peut-être, Christian. Donc, bienvenue au Parc des Parelles. Je suis Christian Niel, concepteur et gestionnaire de ce lieu, qui était une ancienne friche industrielle qui a été abandonnée dans les années 70. C'était une ancienne petite carrière. Et
cette carrière a fait faillite, donc ils ont laissé tout le matériel, bulldozer, etc. Et après, ce lieu est resté en friche 20 ans. Et donc, on a mis une dizaine d'années pour dépolluer l'ensemble et de créer les sentiers que certains connaissent et que je ferai visiter tout à l'heure, accompagner. On ne fera pas tous les sentiers, hein, c'est très limité. Et je rassure tout le monde, c'est toujours à l'ombre. Voilà. Alors, la liaison avec George Sand. George Sand n'a pas connu cette carrière. Il y avait une autre période où il y a eu des tailleurs de pierre. On compte une quarantaine de trous de tailleurs de pierre, à savoir qu'à Crevant, il y avait 29 tailleurs de pierre à l'époque, qui correspondaient. Ces gens étaient en même temps maçons, donc ils venaient tailler les pierres pour les linteaux dessus de cheminée, etc., pour les constructions. Quand ils avaient fini de tailler ces pierres, ils les emmenaient sur leur chantier pour terminer. Donc, ça s'est arrêté, c'est tombé en désuétude après la guerre, à savoir que le granit, c'est très dur et pas facile à exploiter. Voilà, donc je le dis parce que je trouve souvent sur Internet que George Sand a connu la carrière, les tailleurs de pierre. Si elle les a connus, ça serait curieux puisqu'elle n'en parle dans aucun de ses bouquins. Voilà, mais disons que le paysage que l'on peut découvrir actuellement, on le retrouve dans ses romans, notamment les légendes rustiques et Nanon, et surtout les légendes rustiques. Donc, George Sand venait de temps en temps pique-niquer avec ses enfants, en sachant que de Nohant, aller-retour, on mettait 4h30. Donc, le pique-nique permettait sûrement aux chevaux de se reposer un petit peu. Et c'est une autre partie aussi, dans les légendes rustiques, où on retrouve... Nous, on a essayé de mettre des citations à droite, à gauche, qu'on a repris dans tous ces romans champêtres, quelques citations qu'on retrouve sur les sentiers. Autrement, pour la carrière, on a fait à peu près le tour. Donc voilà, par rapport à George Sand, c'était un petit peu... Il y a donc les légendes rustiques, où elle décrit le site qui n'a pratiquement pas changé, dans la mesure où, sur les plans napoléoniens, on retrouve les parcelles. Les plus grandes parcelles faisaient 1000 mètres carrés. Donc c'était une région très pauvre où les gens vivaient autour de la châtaigne. Voilà, j'ai fait le tour, grosso modo. J'approfondirai le long de la balade. Merci. Merci. Alors, je suis Pascale Auré-Jonchière. Je suis professeure de littérature française du 19e siècle à l'Université Clermont-Auvergne. Et je travaille notamment sur George Sand. Et il est vrai, depuis un certain temps, plus particulièrement, alors après avoir travaillé pas mal sur les contes, la relation de George Sand aux contes merveilleux, je me focalise davantage depuis un certain temps justement sur une approche plus, on va dire rapidement, éco-poétique. Bonjour, je m'appelle Martine Ouattrelot. Alors moi, j'ai fini ma carrière en tant que chercheuse à l'ENS de Lyon, après un parcours plutôt premier degré. Alors, parmi les travaux qui ont été les miens, j'ai commencé à travailler un peu sur la relation de George Sand aux ouvriers, autour d'un roman en particulier qui s'appelait Le Compagnon du Tour de France, qui s'appelle toujours. Et j'ai peu à peu orienté différemment mes recherches parce que j'étais très touchée par les rapports, la façon dont George Sand évoque son rapport à la nature et les méditations que cela entraîne, à la fois chez elle et chez ses lecteurs. Et me suis rendu compte que si on envisageait que George Sand parle souvent des sciences naturelles, il y avait un peu un manque du côté de ses savoirs exacts à elle. Et donc, il y a de cela quelques années, nous avons, avec quelques autres chercheurs,
entamer une réflexion pour évaluer exactement les savoirs, pour évaluer les savoirs dans les sciences de la nature et de la vie, ce qu'on appelle sciences de la vie et de la terre, chez George Sand. Voilà. Et donc, c'est à ce titre que je suis arrivée à contribuer à ce petit fascicule. Bonjour, donc, je suis Carole Rivière. Je suis professeure agrégée d'histoire et doctorante en 4e année à l'Université de Limoges. Et je prépare une thèse donc en histoire sur George Sand et son réseau d'amis politiques. Sur la construction en fait, de tout son réseau républicain tout au long du XIXe siècle. Et en fait, George Sand a été surtout étudié par les spécialistes en littérature et beaucoup moins par les historiens. Donc voilà, il y a quand même un champ d'investigation en histoire qu'il faut explorer. Donc voilà, c'est énorme, mais je rédige ma thèse en ce moment. Voilà. Je suis Danielle Bayaoui, secrétaire générale de l'association Les Amis de George Sand. J'étais professeure de lettres. J'ai fait de nombreuses années, plus de 20 ans, au lycée George Sand. Et je me suis occupée aussi pendant plus de 20 ans d'une classe patrimoine George Sand. Donc depuis que j'occupe les fonctions de secrétaire de l'association, j'organise des activités, des rendez-vous, et en particulier, donc chaque année, au mois de mai, j'organise un week-end autour d'un roman de George Sand. Donc on a fait on en a déjà fait beaucoup. La Mare au diable, La petite Fadette. Donc le dernier cette année, c'était autour des beaux messieurs de Bois Doré. Et il y a quelques années, nous avions comme roman, comme sujet, Nanon, et nous sommes venus au Parc des Parelles. Voilà, donc j'ai aussi contribué à la publication de correspondances croisées. George Sand Flaubert, George Sand de la Croix, George Sand de... je ne sais plus. Et George Sand... Ah oui, la première, c'est George Sand Victor Hugo. Et la dernière, c'était George Sand, que j'ai intitulé George Sand et les femmes de sa vie. Voilà, donc justement, il va en être question, là, à propos de la nature des femmes de sa vie. Bien, merci à toutes et à tous. Ma première question va être pour vous, Daniel. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler donc, de ce lien de la nature, d'où il vient, et si on aurait raison de dire que ce lien, il est avant tout sensible finalement. Oui, absolument. Et donc, je rebondis sur ce que je viens de dire en parlant des femmes de sa vie. Parmi les femmes de sa vie, il y a sa mère et sa grand-mère. Donc, on remonte à l'enfance, pour la maman en tout cas. Et ces deux femmes se détestaient. Hein. Ça, tout le monde, enfin, à peu près tout le monde le sait ici. Mais elles se sont partagées, au moins pendant quelques années, l'éducation de la petite fille. Elles se sont, disons, disputées plutôt l'éducation de la petite fille. Mais toutes les deux, bizarrement, ont contribué à la rapprocher de la nature, mais d'une manière sensible. Par exemple, dans Histoire de ma vie, qui est donc son autobiographie, George Sand raconte comment sa mère, quand elle était toute petite, elle avait à peine 4 ans, puisque c'était pour le retour d'Espagne, avec sa mère et son père, ils avaient vécu auprès de Murat et de l'armée française en Espagne, mais ils rentraient en France et ils sont arrivés directement à Nohant. Et elle raconte, dans Histoire de ma vie, comment sa mère la faisait arrêter, par exemple, devant une petite fleur, je ne sais même plus ce que c'était, un liseron, je crois que c'était un liseron, devant une fleur de liseron, et elle lui disait « Sens comme ça sent bon, ça sent le miel, vois comme t'es jolie, surtout rappelle-toi ». Et donc, c'est donc par les sens
qu'elle a été éduquée à se rapprocher de la nature par tout ce qui était odorat, mais pas seulement odorat, enfin voilà. Et par exemple, là, j'ai en tête un passage d'un article qu'elle a écrit à propos de Rousseau, où elle parle de son pèlerinage aux Charmettes, et où elle dit que quand elle rentre dans les Charmettes, enfin, il y a une odeur qui lui rappelle, c'est comme une réminiscence, c'est comme si elle avait vécu là. Et donc c'est une résonance très proustienne finalement. Donc toujours cette sensibilité qui la rapproche de la nature. À Nohant, elle a eu une double éducation, une par sa grand-mère, qui était une aristocrate du 18e, de la fin du 18e, une aristocrate voltairienne, et qui lui a légué cet amour de la nature. Je vais vous lire un tout petit passage où elle lui écrit une lettre. Elle lui écrit, donc, c'était pour son anniversaire, pour ses 14 ans, je crois, ou ses 15 ans. Toute ma châtellenie te salue, Barbara te remue la queue, mes chiens en font autant, et Minette te fait gros dos. Mon pauvre sans-queue mange toutes mes groseilles blanches. Sa femme couvre sur son toit de chaume où elle a fait un trou. Je ne sais comment elle fera descendre ses petits. On leur donnera le bras. On pourrait penser que c'est une lettre de George Sand. Quelques années plus tard, enfin, on retrouve cette connivence, cette complicité avec la nature qu'il y a déjà chez sa grand-mère. Donc on voit la mère, on a vu la mère tout à l'heure avec ce liseron, et puis la grand-mère. Et donc, ces deux femmes lui donnent en cadeau la nature à travers des sensations, des impressions, des ressentis. Dans la nature, elle est particulièrement proche, par exemple, des oiseaux. Alors, ces oiseaux, c'est cette complicité avec les oiseaux. Elle dit elle-même dans l'histoire de ma vie qu'elle les doit certainement à un héritage du côté de sa mère, un héritage maternel, puisque son grand-père maternel avait été oiseleur sur les quais de Seine. Mais alors, elle raconte dans l'histoire de ma vie, pareil, il y a des anecdotes absolument formidables avec les oiseaux. Par exemple, elle raconte que l'année où Maurice est né, Deschartres, son précepteur, et qui était aussi un peu médecin, lui avait interdit de se lever. Si elle ne voulait pas faire une fausse couche, il faudrait qu'elle reste couchée. Donc elle a passé son hiver allongée dans son lit, et on lui avait tendu son lit d'une toile verte avec des branches d'arbres aux quatre coins, et on lui a rapporté. Il a fait très très froid cet hiver-là. Les oiseaux gelaient sur place, on les ramassait à la main, et elle a passé tout son hiver avec des oiseaux. Ils se réchauffaient, et quand ils allaient mieux, on les libérait, elle les baguait. Ils étaient sûrement bagués, parce qu'elle dit certains sont revenus plusieurs fois. Et voilà, donc c'est dire, elle raconte aussi un autre endroit qu'elle avait un milan royal qui était perché sur le berceau de son fils, et qui piquait délicatement les mouches sur le bout du nez du bébé. C'est sa famille qui lui ont dit « Non, mais c'est pas possible que tu gardes ce milan-là ». Et finalement, elle s'en est débarrassée. Mais voilà. Et des histoires de fauvettes, et des histoires... Il y a continuellement des histoires d'oiseaux, et pour elle, de toute façon, l'oiseau est on va dire, pas un personnage, un symbole, le symbole de l'homme supérieur, du poète. Enfin. Alors, que dire encore à propos donc de ce rapprochement? Alors, quand on lit les agendas, on se rend compte à quel point elle travaillait dans le jardin, son jardin. Elle était tous les jours, il se passait guère de journée, ou alors il fallait vraiment qu'il pleuve vraiment beaucoup, ou qu'il fasse vraiment très très mauvais, mais il se passait guère de journée sans qu'elle
sortent dans le jardin, au moins pour se promener. Et elle adorait s'abrutir, comme elle dit. Elle s'abrutissait du travail à charrier des pierres, de la terre, etc. Alors, je vais faire un lien aussi avec donc, cette nature. Elle la poétisait quand même. Enfin, elle l'aimait, mais elle la poétisait, elle la personnifiait et elle la théâtralisait aussi. Parce que là, je voudrais rebondir sur deux choses. Sur le jardin de rocaille, que sa maman, toujours dans l'histoire de ma vie, lisez Histoire de ma vie, c'est un puits une source infinie de renseignements et sur sa vie et sur sa façon de penser. Donc sa maman lui avait construit un petit jardin de rocaille avec même une petite fontaine, enfin qui coulait. Il y avait un arrosoir d'eau. Enfin, et elle-même, plus tard, avait reconstitué, au fond, on peut dire ça, ce jardin de rocaille pour sa petite fille Nini, la fille de Solange, qu'elle a eue en garde pendant quelques mois, avant, hélas, la mort de cette petite fille. Théâtralisation aussi, avec l'hôtel à Corambé, le dieu qu'elle s'est inventé, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, de Corambé. Et puis... voilà, donc la nature, pour elle, c'est aussi très souvent, elle symbolise son utopie politique et sociale. Par exemple, ici, c'était pas le parc de Parennes, comme vous a dit monsieur, mais c'était quand même un lieu que dans Nanon, elle a idéalisé, puisque Nanon est je ne sais plus comment s'appelait le personnage masculin, enfin l'amoureux, Nanon et son amoureux, je ne me rappelle plus, le petit, se sont réfugiés, cachés dans ce lieu. Et ça, pour elle, ça représente une île de protection et de sauvegarde. Il y a un autre roman dans Le péché de Monsieur Antoine, où la nature et le jardin, en particulier le jardin, qui elle doit être une prolongation de la nature. Donc ce jardin est considéré aussi comme une utopie. Voilà. Donc je vais peut-être attendre une seconde question. Oui. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ce rapport sensible à la nature nourrit une certaine spiritualité chez George Sand. Absolument. Donc on peut parler de panthéisme chez George Sand. La nature, pour elle, dans son ensemble, elle fait partie de cette nature. D'ailleurs, il y a un très joli passage où elle dit qu'il y a des moments où elle devient oiseau, arbre, fleur, plante. Enfin, donc elle perd son identité d'humaine pour devenir une parcelle de la nature qui l'entoure. Mais donc, je parlais tout à l'heure de Corambé. Vers 10 ans, elle s'est inventé un dieu qu'elle a appelé Corambé. Ce dieu, elle dit, c'était à mi-chemin entre le dieu des chrétiens et les dieux de la mythologie gréco-romaine. Et ce dieu, il avait des avatars. Elle s'inventait un roman tous les soirs. Elle te racontait un épisode de la vie de Corambé qui prenait des formes différentes. Et en particulier, elle dit à un moment, il y a parfois, il prenait la forme d'une femme, car ce que j'aimais le mieux à ce moment-là, c'était une femme, c'était ma mère. Donc déjà, on voit que ce dieu, elle l'avait inventé en quelque sorte pour pallier le manque de la mère qui avait été chassée, entre guillemets, mais qui avait été chassée de Nohant par la grand-mère. Corambé, ce dieu, elle lui faisait des sacrifices, mais des sacrifices à l'envers, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer des animaux, elle capturait des
des insectes, des petits, même des petits oiseaux, et elle les libérait sur l'autel de Corambay. Donc c'était elle faisait des guirlandes de fleurs, etc. C'était une manière à elle de se fondre dans le grand tout de la nature. Donc on peut parler effectivement de mysticisme. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Je voulais poser une question à vous maintenant, Pascal Auré-Jonchère. Pardon, je vous réveille. Je voulais vous demander comment ce lien fort et primordial dont on a parlé avec Daniel Bayaoui de la nature se retrouve en fait finalement dans son œuvre de fiction. Alors, ce lien fort, effectivement sensible, hein, je suis tout à fait d'accord, et qui a aussi effectivement, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, une très nette dimension spirituelle. Et je parlerai, quant à moi, d'un caractère sacré, d'un lien sacré qu'elle entretient avec cette nature. Eh bien, ce lien fort, il imprègne, j'allais dire, en exagérant fort peu, toute son œuvre. Je dis toute son œuvre, c'est-à-dire quel que soit le genre littéraire dont il est question. Alors bien entendu, on pense en premier lieu aux fictions romanesques. On pense sans doute aussi naturellement en premier lieu plutôt aux fameux, je dis fameux parce que ce sont ceux en général dont on entend parler en premier, aux fameux romans champêtres, soit qu'ils soient effectivement désignés comme tels par Sand elle-même, soit que, d'une manière ou d'une autre, ils mettent en scène le monde de la ruralité, les acteurs de la campagne. Je pense en particulier à Jeanne, qui est un magnifique roman de 1844, dont la protagoniste, qui donne son nom, son nom devient la protagoniste éponyme, hein, dont le nom sert de titre au roman. Cette protagoniste est une bergère analphabète, mais qui, selon le narrateur, détient la connaissance, avec une majuscule. Et cette connaissance consiste précisément en un lien très profond avec la nature, qu'elle sait percevoir dans toutes ses dimensions et qu'elle sait interpréter, alors même qu'elle est par ailleurs très malhabile, hein, très mal à l'aise avec le langage courant. Alors, donc, les romans. Et dans ces romans, ce qui frappe, ce sont les passages. Il y a énormément de pauses descriptives. Et ces pauses descriptives correspondent le plus souvent, effectivement, à des moments de rêverie ou à des moments de communion, d'osmose avec la nature que l'on sent vibrer. Il y a véritablement des descriptions polysensorielles, hein, donc c'est de cela que parlait Daniel tout à l'heure, quand elle parlait de l'odorat, mais aussi, bien entendu, de tous les autres sens. Alors j'avais envie de lire un petit extrait, parce que si on ne lit pas les textes, ils ne prennent pas vie. Un petit extrait que j'avais par exemple noté ici. Alors, cela, c'est un extrait des Maîtres sonneurs. Hein. Ce sont les souvenirs donc, du personnage féminin, Brulette, qui explique. Je me sentais comme portée par un grand vent qui nous promenait tantôt sur les blés mûrs, tantôt sur des herbes folles, tantôt sur les eaux courantes. Et je voyais des prés, des bois, des fontaines, des pleins champs de fleurs et des pleins ciels d'oiseaux qui passaient dans les nuées. J'ai vu encore des saunets remplis d'alouettes, et puis des nuits remplies d'étoiles filantes, et nous les regardions, pendant que nos bêtes faisaient le petit bruit de tondre l'herbe. Et si ça m'a donné l'envie de pleurer, c'est par une secousse de mes esprits que je ne veux point expliquer du tout.
Alors des passages qui sont des partages d'expériences comme cela, et on comprend qu'il s'agit de partage de l'expérience de Sand elle-même, ils sont innombrables. Et puis il y a aussi énormément de micro-analyses, de micro-descriptions. Vous voyez, on va décrire, le narrateur décrit par exemple une pièce d'eau, une eau dormante, une mare, les douves d'un château, etc. Et puis on a tout un développement avec tout un ensemble de détails sur les végétaux, sur les insectes, etc., avec une myriade de noms. Il y a des noms comme ça qui sont énumérés qu'on ne connaît pas, à moins d'être soi-même fin botaniste. Mais l'idée n'est pas, ou n'est pas seulement, ou n'est pas d'abord, d'ailleurs, à mon sens, de communiquer un savoir ou des savoirs à ses lecteurs, ses lectrices. C'est plutôt de leur communiquer une idée quasi philosophique, qui est le fait qu'il faut savoir être attentif, il faut savoir voir, il faut savoir regarder, sentir tout ce qu'il y a dans la nature autour de soi. Donc effectivement, alors les contes, je ne sais pas si j'en parle dès maintenant, si on en parlera plus tard. Vous pouvez, ou peut-être tout à l'heure, oui. J'allais vous poser une autre question, c'était de savoir si cette défense de la nature qu'on trouve dans le fameux texte La forêt de Fontainebleau, dont j'ai parlé en introduction, c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres œuvres de George Sand, finalement. Alors, merci pour cette question, parce que je la trouve vraiment, vraiment tout à fait essentielle. Alors, ce texte absolument fondamental, mais dont il sera parlé bien mieux et bien plus en détail tout à l'heure, c'est effectivement aujourd'hui peut-être le texte de George Sand qui focalise le plus l'attention, parce que, à juste titre, on le considère comme un texte pionnier, comme un texte fondateur, comme, si l'on veut, l'un des premiers manifestes de défense de la nature, à sensibilité, comme on dirait aujourd'hui, écologique, ce qui est vrai. Et donc, j'ai bien employé, moi aussi, le terme de manifeste. C'est un texte engagé, très clair à cet égard. Mais je crois qu'il ne faudrait pas non plus mettre uniquement, bien sûr, l'accent sur ce texte, parce qu'en amont comme en aval, il y a d'autres choses. Alors en amont, j'en ai déjà parlé à l'instant, ce sont tous ces romans en particulier, ils sont vraiment innombrables. Ce sont également des textes à la nature un petit peu plus complexe, un petit peu plus problématique. Je pense aux lettres d'un voyageur, donc une forme épistolaire, mais ce ne sont pas véritablement de vraies lettres, ce sont plutôt des méditations. Ou je pense à des petits contes ou apologues philosophiques, comme Ce que dit le ruisseau, etc., etc. Donc tout cela, ce sont des textes qui sont antérieurs, notamment à partir des années 1840, et qui développent déjà cette idée, alors pas seulement d'une jouissance de la nature, d'une reconnaissance de la nature, mais d'une grande attention, d'un grand respect apporté à la nature. Et c'est pour cela que je parlais de sacralité tout à l'heure, parce que par exemple, si on pense à un texte qui est très connu comme... il va m'échapper, évidemment. Quand George Sand parle du laboureur avec son arreau dans les champs, etc., elle en parle d'une manière telle que soudain, la description se métamorphose, elle se sublime au sens où elle se détache d'une réalité trop concrète pour en montrer le soubassement, justement, sacré. Si bien qu'il y a l'idée d'un profond respect et d'un nécessaire respect à la terre. Puis alors, juste un mot peut-être, j'ai dit en amont et en aval, eh bien, après 1872, alors 72, ces années-là, à partir de là, ce sont les années où elle se met à écrire les fameux contes d'une grand-mère, alors qu'elle adresse à ses deux petites filles, certes, mais à travers elles également, bien entendu, à leurs parents, à tous les parents, et puis à tout un ensemble de lecteurs et de lectrices potentielles. Et dans ces contes, non seulement il est énormément question de la nature, mais elle choisit de mettre cette nature en scène et en perspective
de telle sorte que les scénarios qu'elle développe dans ses contes, eh bien, développent ce qui peut s'apparenter à une sorte de leçon, justement humaniste, écologiste, et sollicite une attention très aiguë de la part des lecteurs. Et je suis allée à ce propos jusqu'à parler d'éco-fiction avant la lettre. Bon, l'éco-fiction, ça n'existait pas à l'époque où ça n'était pas appelé ainsi, en tout cas de George Sand. On parle aujourd'hui beaucoup d'éco-fiction pour tous ces textes, souvent d'ailleurs destinés à un jeune public et qui mettent en scène la nature. Mais c'est le cas, si la reine Coax, l'histoire de la grenouille qui va expliquer à la petite fille qu'elle l'a maltraitée et que ce faisant, elle a déséquilibré l'harmonie naturelle. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Je vous remercie. Je peux rajouter, oui, allez-y. Est-ce que je voudrais rebondir sur, en aval, n'oublions pas les derniers mots qu'elle a prononcés avant de mourir, laisser verdure. Donc ce laisser verdure, évidemment, elle était devant la fenêtre de sa chambre. On peut imaginer qu'elle voyait les deux cèdres, ou qu'elle pensait peut-être au peuplier que Maurice voulait abattre, et elle n'était pas d'accord. Donc c'était peut-être un dernier conseil, voire un dernier ordre donné à Maurice, qui s'est empressé de ne pas suivre d'ailleurs. Mais on peut aussi lui donner une autre dimension, laisser verdure, protéger la nature. Tout à fait, je vous remercie. Martine Ouattrelot, donc je voulais vous demander si vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce rapport de George Sand aux sciences naturelles. Oui, alors je dirais même aux objets naturels. Alors moi, je vais plutôt parler de l'ascendance aristocratique et donc de la branche paternelle de George Sand, complémentaire à ce qu'a dit Daniel. George Sand vient donc d'une haute famille, d'une famille de la haute aristocratie européenne et d'une très riche famille aristocratique, Dupin de Franqueuil, qui a eu l'habitude déjà de s'intéresser beaucoup aux sciences en son château de Chenonceau. Donc je pense qu'il y a un certain héritage déjà familial, parce qu'à l'époque, les aristocrates collectionnaient les objets de la nature dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Et en 1793, les révolutionnaires de la Convention décident de récupérer une part de cet héritage, mais en le démocratisant. Et ils donnent comme fonction au muséum une double mission, celle à la fois de continuer des recherches scientifiques de pointe, et surtout de diffuser ces savoirs à un grand public par des conférences constantes. Or, George Sand est parisienne à l'époque, elle a de jeunes enfants, et elle fréquente assidûment avec ses enfants non seulement le muséum, parce que c'est un lieu charmant, un jardin des plantes, des animaux, mais surtout aussi parce qu'il y a les scientifiques des sciences de la nature de l'époque qu'elle va interroger, qu'elle va fréquenter assidûment. L'un de ces grands naturalistes, qui est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, la sollicite même pour diffuser son œuvre à lui, scientifique. Bon, elle ne le fera finalement pas, mais ça donne tout de même une idée de l'aura qu'elle a déjà acquise dès les années 1835 en termes de sciences de la nature. Et elle va les transmettre aussi, ces sciences, bien sûr, à ses enfants. À Nohant, au domaine de Nohant, il y a les collections naturalistes de Maurice, mais qui démarrent déjà avec celles constituées par sa mère. Donc les sciences naturelles à l'époque, on les appelle plutôt histoire naturelle, et ça regroupe des sciences multiples. En plus, George Sand est très intéressé par la botanique. Or, la botanique est une science complète. On ne devient botaniste que si l'on connaît la géologie, la nature chimique des terrains, l'ensoleillement, le degré d'hygrométrie, etc., etc. Donc on ne peut pas aborder les sciences de la nature de manière, si je puis dire, tronçonnée. On est obligé d'avoir une approche d'ensemble. Elle dispose en outre d'une bibliothèque aristocratique
avec les écrits des grands scientifiques du XVIIIe et de l'époque des grandes découvertes, quand il y a des missions scientifiques qui sillonnent le globe à l'époque. Donc elle a une documentation, si je puis dire, en objet 3D et une documentation livresque qui est extrêmement impressionnante. Alors la difficulté, c'est que quand elle va transmettre ça dans des formes littéraires, nous aujourd'hui on est sur une culture qui sépare la culture scientifique et la culture littéraire, on va considérer qu'en fait ce sont des rêveries d'écrivains parce que simplement le lecteur n'a pas une culture équivalente à celle de George Sand pour pouvoir retrouver les traces des savoirs scientifiques dans ses écrits, qui en outre prennent différentes formes parce qu'elle-même, puisque la mode est aux missions naturalistes, elle va multiplier les voyages de découverte dans les différents sites, notamment français, les massifs montagneux, le littoral, et elle va en rendre compte dans des textes qui ne sont pas romanesques, qu'on pourrait classer comme autobiographiques, qui innovent d'un nouveau genre de littérature qui est à la croisée de la perception sensible et de la description objective des lieux avec des savoirs inclus dans ces descriptions. Et dans le texte La forêt de Fontainebleau, justement, est-ce qu'on retrouve ces je pense qu'en fait, scientifiques ? le texte, si je puis dire, la question est toujours de savoir de quoi on parle quand on parle d'écologie. Lorsque l'on parle d'écologie, c'est un terme qui apparaît après la deuxième moitié du XIXe siècle dans les dictionnaires. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'ait déjà pas eu cours avant. Mais en fait, on peut recouvrir deux choses. Ou on parle de l'écologie comme on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que science pluridisciplinaire qui a un objectif de sauvegarde de la nature, c'est-à-dire de d'abord bien la connaître, si je puis dire la mesurer, savoir combien est-ce qu'il reste de spécimens dans telle ou telle espèce, ça c'est la part scientifique de l'écologie, ou simplement une conscience du rôle de l'homme sur les milieux naturels. Et ça, par contre, c'est très ancien en fait. Les botanistes, quand déjà au Moyen-Âge et à la Renaissance s'occupent des plantes, qui ont des vertus médicinales aussi, c'est ce qu'ils font. Ils envisagent le rapport de l'homme à son milieu naturel. Donc, si je puis dire, c'est un... Alors, la particularité pour moi du texte de George Sand en tant que manifeste écologique, et je pense que là on peut le dire, c'est une protestation vis-à-vis d'une pratique de coupe des grands arbres de la forêt de Fontainebleau à la suite d'un manifeste d'artistes. Pour moi, la différence, c'est que les artistes, qui sont les peintres de l'école de Barbizon, protestent contre la coupe des grands arbres parce que eux, c'est leur sujet, c'est-à-dire qu'ils sont des peintres qui vont dans la nature et l'arbre est le sujet de leur tableau. Donc, ils vont manquer de sources. Et si on peut dire, c'est une protestation presque corporatiste, tandis qu'elle varie, elle bascule complètement vers autre chose. Je vais laisser, puisque c'est ma voisine qui va en parler. Tout à fait, ça nous fait une bonne transition. Donc, Carole Rivière, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte, finalement, du contexte dans lequel il est écrit et de ce qu'il raconte ? Alors, je suis entièrement d'accord avec Martine. C'est un texte d'abord qui est écrit vraiment sous le coup de l'indignation. Elle reçoit en fait une pétition de ce comité des artistes qui veulent protéger la forêt de Fontainebleau. Il faut savoir que depuis 1861, en fait, il y a une réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau qui a été créée. Donc, une sorte de sacralisation, comme on pourrait en connaître aujourd'hui avec les fameux parcs régionaux ou nationaux naturels. Donc c'est vraiment les prémices à cette époque-là, avant même le premier parc donc aux États-Unis, peut-être que vous connaissez Yellowstone. Donc ça c'était 1872. Donc la première réserve naturelle vraiment protégée, c'est Fontainebleau, une partie seulement, en 1861, donc en France. Alors il faut savoir, donc c'est un texte quand même assez long, 20 000 signes. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 4 pages à 4. Et c'est un texte qui est écrit dans le journal, qui est publié dans le journal Le Temps,
et c'est à l'époque un journal qui vraiment prend son essor, un journal républicain assez conservateur, mais qui a un très fort tirage. Donc ça donne une idée aussi de la médiatisation dans ce contexte de presse de masse qui est en pleine expansion. Et George Sand, en plus, donne vraiment un coup de projecteur à ses convictions environnementales. C'est de manière fulgurante, même si on l'a vu, ses convictions sont vraiment, je dirais même viscérales. Mais ce texte donne un coup de projecteur en 1872 à ses convictions. Dans ce pied de page, en fait, on dit, donc tout en bas de la page du journal Le Temps. Donc, grosse diffusion de ce texte. On ne peut pas en mesurer exactement l'impact, parce qu'en fait, un texte dans un journal à l'époque, donc bien sûr, on a le tirage, mais un texte, il est lu, mais il est surtout aussi lu et écouté dans les cafés, dans les cabinets de lecture, le soir à la veillée. Donc, vous avez des lecteurs, mais aussi des auditeurs. Donc, un journal, c'est pas forcément un lecteur, c'est même beaucoup plus. Voilà. Et donc, je vous ai dit, c'est un texte vraiment d'indignation face, en fait, à l'annonce de coupes massives dans la forêt de Fontainebleau, qui est annoncée par la Troisième République, toute jeune, qui date de 1870, qui vient de perdre la guerre franco-allemande. Donc, 1872, on sort de cette guerre franco-allemande. On n'a pas pu faire les coupes décidées en 1870-1871. Donc, on veut rattraper ces coupes. Et en plus, il y a les indemnités de guerre à payer donc aux Allemands. Et voilà, donc il faut trouver du bois, parce que le bois permet d'alimenter l'industrie très énergivore. On est aussi dans cette période de révolution industrielle. Et puis, sert beaucoup aussi au transport et au développement du chemin de fer, bien sûr. Voilà. Donc, George Sand... disons que c'est peut-être pas le premier manifeste écolo de l'histoire, certainement. Ça, je suis bien d'accord qu'on peut retrouver des racines très très loin, même chez les philosophes de l'Antiquité, Aristote qui a fait des traités de biologie. Enfin, il y a des racines très anciennes. Et par contre, je pense que c'est peut-être le manifeste le premier qui va être le plus médiatisé à la fin du 19e siècle, qui va vraiment être une étape très importante dans la démocratisation des idées vraiment de protection de la nature, qui vont vraiment se mettre en œuvre à partir vraiment du XXe siècle. Donc aujourd'hui, nous avons, je pense, tous conscience qu'il faut défendre la nature, mais à l'époque, voilà, ce sont des idées qui sont marginales. Donc je pense que c'est peut-être celui qui a été le plus médiatisé à cette époque-là. Et en plus porté par une célébrité littéraire comme George Sand, voilà, ça a été un retentissement important. Il n'y a pas eu quand même de résultats politiques immédiats, parce que il n'y a pas eu l'arrêt des coupes comme avait demandé le comité de protection. Il a fallu attendre quand même quelques années avant que la réserve soit agrandie. Voilà, par rapport aux coupes décidées. Voilà. Et finalement, dans ce traité, qu'est-ce qu'on trouve en fait comme argument quel est son contenu finalement? Alors, ce texte, vraiment, je vous invite à le lire. Il est très complet, très complet. Il y a des arguments en fait qui sont issus de plein de domaines, et c'est en cela que George Sand, elle est aussi une femme de l'entre-deux, une médiatrice entre le monde scientifique, la population et les élites savantes, le grand public. Donc elle essaye vraiment d'être à mi-chemin et essayer de relier tous ces mondes. Donc elle donne des arguments d'abord, bien sûr, esthétiques, la beauté de la nature, donc on en a déjà parlé, la sensibilité, qui nous permet aussi d'être éduqués, des arguments sanitaires et hygiénistes, comme quoi la forêt, ce sont aussi des réservoirs d'humidité, des ombrages nécessaires à l'air. Des arguments politiques, la politique n'est jamais loin. Donc là, en plus, peut-être que vous savez que George Sand, c'est une républicaine farouche, et c'est un régime républicain qui voudrait faire ces grandes coupes forestières. Donc pour elle, c'est vraiment
c'est honteux. Donc, elle essaye vraiment de faire quelque chose. Et elle dénonce aussi, c'est une critique, je dirais, sur l'industrie, l'économie engagée avec les révolutions industrielles, avec ce qu'elle appelle un processus de dénaturation. Elle critique vraiment le consumérisme, la société de consommation. Alors, je vous lis peut-être un extrait. La société est lancée à toute vapeur dans une vie artificielle de tout point, appétit ou vanité à satisfaire sous toutes les formes. Elle n'a pas d'autre but, d'autre illusion, d'autre promesse dans l'appréciation des masses. Donc là, on a vraiment l'idée aussi, toute la réflexion de George Sand depuis même les années 1840 avec Pierre Leroux derrière sur la propriété. Parce que c'est un manifeste, George Sand, quand elle écrit, elle a 68 ans, donc c'est une écrivaine chevronnée, c'est un manifeste bilan, et donc il y a toutes ces réflexions derrière. Elle dit même: arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront le moyen de l'acheter ? Si cela pouvait se faire, voyez-vous donc ici chaque propriétaire balayant son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin. J'espère que cet heureux temps ne viendra pas. Voilà. Donc on a quand même un écho aussi très fort avec notre actualité. George Sand, en cela, est très visionnaire, dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Et vraiment, son texte, il a une portée universelle, et je dirais même qui traverse les âges. D'ailleurs, vraiment, on le sent dans ce texte. Sa dernière phrase, elle est magistrale. Elle dit « Je sais bien que beaucoup disent, après nous, la fin du monde. C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. C'est la formule de sa démission d'homme, car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. » Donc voilà, là on retrouve vraiment cette idée de responsabiliser en fait les générations les unes par rapport aux autres et vraiment de faire attention au milieu dans lequel on vit, quoi. Donc finalement, George Sand, pionnière de l'écologie. Alors, écologie, bien sûr, c'est vraiment c'est un manifeste qui, en fait, déjà, le manifeste ne présente pas ce terme. Bon, comme le disait Martine tout à l'heure, c'est un terme qui est en train d'être approprié par les savants, par cette communauté scientifique, qui date vraiment, oui, de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc George Sand ne l'emploie pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout un texte loin de ses préoccupations écologistes, mais c'est vraiment un texte qui, peut-être en tout cas, n'est pas le premier manifeste écologiste, mais qui en a vraiment toutes les idées, quoi. Voilà. Et absolument pas féministe. Ça, quand même, je voudrais le redire. Il n'y a rien du tout à l'intérieur de féministe. Elle défend toujours le genre humain, mais dans son ensemble. Le genre humain. Et à cette époque-là, d'ailleurs, il y avait d'autres lanceurs d'alerte. C'est pas vraiment, c'est une expression d'aujourd'hui, donc attention. C'est pas, oui, il faut faire attention aux anachronismes, mais comment dire, il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient déjà aux épuisements des ressources, des énergies fossiles. Il y avait des gens, surtout dans les bassins houillés, donc je pense bien sûr à Londres ou toute la région rhénane, qui, maintenant que les pollutions deviennent visibles, on les sent également, on les entend, vont porter plainte. Donc il y a beaucoup de cartons d'archives qui présentent des plaintes de gens, des populations localement qui se plaignent de ces pollutions. Et puis les historiens ont redécouvert ces cartons d'archives pour montrer que les révolutions industrielles, alors moi-même, mais je pense que tout le monde ici, vous avez étudié la révolution industrielle à l'école seulement par le biais du progrès, de la croissance. Et donc maintenant, les historiens redécouvrent ces révolutions industrielles par le biais des pollutions et de l'impact en fait sur nos sociétés. Et il y a même des historiens qui parlent d'anthropocène. Donc c'est vraiment l'homme qui maintenant a un impact tellement fort sur la nature qu'on parle d'anthropocène. Et donc maintenant, on change en fait le discours sur cette période. Voilà.
Merci. Pardon, vous voulez... Je voulais simplement ajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que George Sand est engagé dans la défense, on dira, d'une moralité de l'homme vis-à-vis de la nature, qu'elle refuse le progrès. Parce qu'en tant qu'aristocrate, elle était propriétaire de terres agricoles et elle a toujours eu à cœur de s'intéresser à nouveau scientifiquement aux découvertes concernant les cultures qui permettaient d'améliorer le rendement, parce qu'il faut aussi quand même protéger l'homme et lui donner à manger, et aussi de trouver de nouvelles façons de créer des espèces potagères, etc. Donc il n'y a pas chez elle de, si je puis dire, de point de vue rétrograde. Voilà, c'est quelqu'un de complexe, en fait. C'est difficile d'en parler en 10 minutes. Bien sûr. Oui, mais je voudrais dire aussi quand même qu'il y a un roman qui met vraiment l'accent sur son attitude. Là. C'est Le péché de Monsieur Antoine, où on voit donc l'opposition entre ceux qui respectent la nature et le père du héros, je me souviens plus qui, lui, est un industriel qui est prêt à détruire la nature pour son profit, uniquement pour un profit. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un accent qui est mis très très fort sur cette opposition, justement. Oui, c'est vrai. Je voudrais juste ajouter, alors aussi, il y a toujours un paradoxe chez George Sand, généralement, quand elle défend une idée. C'est la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui est absolument artificielle, construite pour les rois. Oui, c'est la forêt royale par excellence, imaginée pour les loisirs, la chasse. Et donc, c'est artificiel, mais en fait, il y a des paysages qui se sont créés, des déserts de sable, des déserts de sable, des gorges, enfin, qui vont justement alimenter tout un imaginaire. Et donc, c'est vraiment la forêt aussi, dans la forêt par excellence, dans l'imaginaire des Français au XIXe siècle. Il y a quand même 300 000 touristes déjà en 1865 qui vont à Fontainebleau. Aujourd'hui, c'est toujours la forêt la plus visitée en France. Voilà. Mais justement, on retrouve bien la théâtralisation de la nature là-dedans. Donc, il y a toujours chez elle une dimension théâtrale de la nature, de mise en scène de la nature. Et je pense qu'elle n'est pas du tout consciente du paradoxe. Enfin, moi, je ne pense pas qu'elle soit consciente d'un paradoxe quand elle... Pour elle, ça va de soi. Ça va avec la poétisation, la théâtralisation. Mais voilà, je ne pense pas qu'elle ait pensé que c'était une forêt artificielle, etc. Elle n'a pas pensé à ça du tout. Nous, on voit, avec le recul, on voit le paradoxe. Mais pour elle, il n'y a pas eu de paradoxe. Non, c'était défendre les arbres. Oui. Et avant tout, c'est un cri du cœur, en fait, son texte, qui était... très d'ailleurs dans le romantisme en fait. Oui, complètement. Est-ce que Christian Niel, vous voulez conclure en parlant un peu de ce lieu qui est une sorte de mise en œuvre concrète des idées de George Sand? Est-ce que vous voulez me parler un peu de la démarche qui est la vôtre ici? Oui, déjà le choix de laisser le principe de faire aucun prélèvement, c'est déjà une idée qui n'est pas encore beaucoup partagée. Ça vient. Dans les Cévennes, il y a 2 parcs qui sont sur le même concept. Seulement, le nôtre fait 30 hectares. Il y a 2 parcs qui sont en train de qui sont constitués de 500 hectares. Où là, ce sont des particuliers qui se sont mis en association pour acheter ces terrains. Et eux ont fermé complètement le terrain et ils l'ouvrent une journée par an qui permet aux scientifiques de faire une analyse de la progression de la biodiversité. Nous, on a pris un principe un peu différent. En fin de compte, on préserve aussi. Seulement, on a tracé des sentiers qu'on entretient parfaitement, ce qui fait que les gens ne quittent pas les sentiers parce que
tout autour, c'est des orties, des ronces, la nature, vraiment, à l'état pur. Voilà, donc on a ces 3 sentiers qui recensent 10 écosystèmes, ce qui est assez particulier pour une si petite surface. On a à peu près tous les écosystèmes principaux et régulièrement on rachète des terrains, ce qui fait que des propriétaires aux alentours ont des opportunités de vendre une friche sans quoi ils ne pourraient jamais vendre. Voilà, donc ça demande beaucoup d'entretien. On tourne à peu près à 15 000 personnes par an. Voilà, on a pris l'idée que ça soit de la maternelle jusqu'au 4e âge, que ce parc est praticable, même si il n'y a pratiquement rien de plat. Voilà un peu l'idée. Alors, on a un problème actuellement, un peu pour rebondir tout ce qui se dit, c'est avec la sécheresse. On a un ruisseau qui est classé de première catégorie. À la fin de la semaine prochaine, il sera sec, alors que de mémoire de Berrichon, il a toujours coulé. On a un autre petit ruisseau qui est ici, il ne reste plus que le lit. Nous, on voit très concrètement la dégradation de l'environnement, avec des arbres qui ont plus de 100 ans qui sont en train de mourir. Évidemment, ils ne vont pas mourir en 10 ans, mais on voit que régulièrement, la sécheresse les gagne et ils finiront par tomber. Ce qui fait qu'on a un certain nombre d'arbres qui sont tombés dus à la sécheresse, pas uniquement, mais dus aussi à la sécheresse. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire sur ce parc. Enfin, je pourrais en dire beaucoup plus, mais ce n'est pas forcément dans l'idée. Voilà, j'en garde un peu pour la visite guidée. Merci beaucoup. Merci à chacun et chacune. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est... il y a Vanessa qui est là. C'est si vous avez des questions, Vanessa peut passer le micro et vous pouvez poser vos questions aux différentes personnes. Ah. Moi, je vais me lancer, je ne sais pas si on m'entend. Quelque chose qu'on a un peu évoqué, mais pas complètement abordé, je crois qu'il est important chez George Sand, c'est la transmission aussi aux générations. Elle en parle dans le texte de Fontainebleau, mais c'est quelque chose qui est important alors auprès de son entourage, mais je crois que c'est une notion vraiment qui me semble primordiale aussi chez George Sand, politiquement, et l'écologie est un axe politique, donc voilà, voir si vous aviez des choses à dire sur cette notion de transmission aux générations futures. Alors, je ne sais pas qui veut intervenir. Ça a été déjà dit, puisque on a parlé des contes, donc les contes qui étaient destinés à ces petites filles, mais bien au-delà, à tout un lectorat et à tout un avenir. Enfin, et puis moi, j'ai signalé les derniers mots, c'est vraiment très fort, laisser verdure. Donc c'est vraiment tout un message qu'elle donne, un dernier message qu'elle semble donner à l'humanité. Voilà. Mais c'est vrai que la transmission a toujours été, de toute façon, l'éducation chez elle est très, 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 très importante. Et à noter d'ailleurs que chez elle, l'éducation est toujours transmise par la femme. Dans ses romans, c'est toujours une femme qui est une éducatrice. Pour elle, de toute façon, on peut même résumer que la femme est une éducatrice. Ça ne veut pas dire, c'est pas forcément quelqu'un d'instruit. Par exemple, dans La Mare au diable, la petite Marie, elle est absolument illettrée, c'est pas quelqu'un d'instruit, mais c'est quand même elle qui va... alors, parce que non seulement la femme est éducatrice de l'enfant, mais elle est éducatrice de l'homme qu'elle aime. C'est elle qui transmet des valeurs, pas forcément un savoir, mais des valeurs. Et en plus, puisqu'on parle de la nature, il y a tout ce problème, toute cette question des plantes qui sont pharmaceutiques, on va dire, qui sont thérapeutiques. Donc il y a tous les simples. Et il y a beaucoup d'héroïnes, comme par exemple la petite Fadette, dont la grand-mère
était sorcière. D'ailleurs, pour George Sand, la femme est une sorcière, mais évidemment, ça ne veut pas dire bec crochu, enfin, nez crochu, et ça veut dire qui est en... Ben justement, la sorcière, c'est celle qui est en prise directe avec la nature, avec les savoirs instinctifs, et qui les transmet. Donc, il y a tout ça dans ce que tu disais pour la transmission. Oui, si je peux me permettre juste d'ajouter deux mots à propos des contes, et pour y revenir, au-delà de leur nature même, au-delà de leurs destinataires, qui sont explicitement désignés, il y a donc cette façon on l'a dit déjà également, de mettre en scène la transmission, de la confier parfois à des éducateurs inattendus, comme les animaux. Et puis, on peut faire très attention aussi, enfin, il est intéressant de remarquer les formulations de George Sand, qui sont souvent des formulations, des énoncés à vocation universelle, des mises en garde, ou par exemple, l'un des contes d'une grand-mère s'intitule « Ce que disent les fleurs ». Comprendre et écouter ce que disent les fleurs. J'avais cité, je crois, tout à l'heure en passant, alors là, ce n'est pas du tout dans les contes d'une grand-mère, mais c'est un conte philosophique, mais ce que dit le ruisseau. Donc, il y a plein de formules de ce type-là qui sont là aussi pour faire alerte, oui, et pour rappeler régulièrement au lecteur un certain nombre de vérités qui lui revient à lui-même de transmettre aux générations futures. Oui, comme dit Baudelaire, la nature est un temple de vivants piliers, etc., etc. Ben, George Sand, bien que Baudelaire en ait dit tellement de mal, George Sand applique exactement cela. C'est-à-dire qu'elle nous dit, et elle est, à l'écoute de la nature, elle entend le message de la nature et elle le transmet à ses lecteurs. Si je peux me permettre de nuancer ce qu'a dit Daniel sur la femme qui transmet, dans l'œuvre de George Sand, il y a aussi l'homme qui transmet. Par exemple, dans André, c'est le botaniste qui transmet ses savoirs à Geneviève, mais souvent l'homme le fait d'une manière pédante et ou brouillonne. C'est-à-dire que je crois qu'il y a là deux modèles chez elle, son précepteur des Chartres et Geoffroy Saint-Hilaire, qui en fin de vie avait une certaine confusion mentale dans sa façon de retransmettre ses savoirs. Donc c'est la première nuance. Deuxième nuance, par contre, c'est vrai que les sciences naturelles, aujourd'hui comme hier, ont été considérées comme n'étant pas à portée des intelligences de femmes, et donc elle va, dans la deuxième moitié de sa vie, mettre en scène des femmes naturalistes. Et là, elles ont un jardin, elles cultivent, et là, effectivement, elles amènent des savoirs à leur entourage masculin, qu'il soit adulte ou pas. Alors, je voudrais rebondir. Arrête de rebondir. Dans André, on est bien d'accord que André transmet un savoir à Geneviève, mais c'est, à mon avis, c'est quand même Geneviève, la transmission de Geneviève est plus importante que celle d'André. C'est-à-dire qu'elle transmet plus de choses, elle transmet des valeurs bien autrement importantes que le savoir qu'il peut transmettre. Et puis, je voudrais parler donc autre chose, donc à propos de minéralogie. Par exemple, on n'a pas parlé de minéralogie. Et donc, il y a le très, très beau roman de Laura, Le voyage dans le cristal, qui a été écrit, à noter quand même, ça c'est important, avant le roman de Jules Verne, roman au voyage au centre de la Terre, et donc où on est dans une dimension de science-fiction, mais basée sur une connaissance des pierres extraordinaire. Voilà. Donc il y a toujours cette dimension savoir scientifique, mais qui est magnifiée par la poésie, la théâtralisation, etc. Alors moi, je voudrais juste répondre sur le petit côté politique de ta question, Vanessa. Disons que l'idée là qui va vraiment
être importante, c'est que la nature, chez Georges Sand, c'est un bien commun, mais collectif, qui ne doit pas être partagé avec des bordures, à part chaque petit propriétaire, chaque petit journalier agriculteur doit avoir son petit lopin de terre, mais la nature, c'est un bien d'abord et avant tout collectif. Et donc, ça, il y a quelques, réminiscences avec le socialisme des années 1840 avec Pierre Leroux, et puis ce qu'on appellerait un pré-communisme, mais c'est bien avant Marx, et absolument pas, Georges Sand n'est pas du tout pour la lutte des classes, donc elle est plutôt pour la solidarité justement entre les classes. Et donc Georges Sand, elle, c'est la nature comme bien commun, et donc elle défend cette idée. Voilà. D'où sa défense. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh. Ça reviendra, Daniel. Ah si, d'où sa défense dans un texte politique, sa défense des communaux, où les gens du peuple avaient le droit d'aller faire paître leur... Donc c'est les communaux. Et elle défend ça parce qu'elle dit que si on vend des gros-billes de trucs, ça n'a plus aucun intérêt, comme elle dit, des gros-billes de terre, alors que si on laisse les communaux, donc c'est chacun qui va y retrouver son compte. Oui, moi je voulais juste faire référence à 2 autres articles journalistiques de Sand qui, je pense, annoncent la forêt de Fontainebleau, et qui ont été publiés bien avant, finalement, et qui ont une dimension écologiste aussi. Donc le premier, il est publié en 1856 dans le magazin pittoresque qui s'appelle Les Bois. Il est magnifique. Il est presque un peu chauvin, parce qu'elle rentre d'Italie, et elle fait le constat que partout en Europe, on déboise trop. Elle le dit explicitement. Une petite phrase, mais c'est quand même dit. Et puis après, elle fait des comparaisons assez rigolotes, c'est étonnantes, entre les arbres qui, sous le soleil de la Méditerranée, ne changent jamais d'apparence, et puis les arbres du Berry, les noyers, les ormes, qui, eux, en fonction des saisons, n'ont évidemment jamais le même aspect, et son cœur balance franchement du deuxième côté. Donc c'est très rigolo à lire. Et puis un deuxième texte, mais qui est plus engagé, et que je trouve, moi, assez impressionnant, parce que là, elle l'écrit sous l'Empire. Ça s'appelle L'île de la Réunion. L'île de la Réunion, elle le fait publier dans la Revue des Deux Mondes, si je ne dis pas de bêtises. On est en 1861-62. En fait, elle connaît bien un monsieur qui a pendant longtemps été ingénieur des ponts et chaussées. Il s'appelle Louis Maillard pour l'île de la Réunion. C'est le cousin d'Alexandre Monceau. Donc elle côtoie beaucoup Louis Maillard, et je crois qu'elle a beaucoup aimé ce monsieur, sur le plan affectif même. Elle avait beaucoup d'estime pour lui. Après, l'île de la Réunion, elle a été très très renseignée par Néraud, et elle en parle dans ce texte dont je vous parle. L'île de la Réunion, il est beau aussi, il est intéressant à lire. Donc Maillard, il a fait une étude approfondie de l'île de la Réunion, un peu sous tous ses aspects, naturaliste, mais industriel, économique, tout ce qu'on veut. Donc elle a connaissance de l'ouvrage, et en fait elle fait un espèce d'article critique pour la Revue des Deux Mondes. Et là, sous l'Empire, elle y va quand même assez fort contre l'Empire, en disant que cette petite île colonisée par l'Empire, en fait, ils développent la canne à sucre à fond. Et du coup, ils ont enlevé toutes les cultures endémiques qui, elles, au contraire, maintenaient le sol en place, etc. Et donc, elle est quand même... c'est vraiment une diatribe, moi, je trouve, 10 ans avant Fontainebleau. Et sur les dernières lignes, c'est un peu les mêmes constats par rapport aux générations futures, qui peut-être ne verront pas la beauté de cette île telle que Jules Néraud la lui avait racontée quand elle était plus jeune. Donc l'île de la Réunion, et puis on est sous l'Empire quand même, donc elle a peur de rien, je crois, à ce moment-là. Voilà, je voulais juste signaler ces 2 textes un peu précurseurs. Après, pour la forêt de Fontainebleau, je ne savais pas que c'était une forêt artificielle, Carole. Mais finalement, je me demande si c'est pas une grosse opportunité pour elle, parce qu'il y a ce collectif d'artistes, c'est Fontainebleau, mais je crois qu'elle aurait pris n'importe quelle opportunité pour défendre la forêt et l'arbre. En fait, j'ai bien un peu l'impression qu'elle est opportuniste aussi pour écrire cette forêt de Fontainebleau. Voilà, merci.
Merci Vinciane. Je rajouterais juste, par rapport à l'île de la Réunion, elle est aussi extrêmement influencée par ses lectures de Bernardin de Saint-Pierre. Peut-être que vous connaissez Paul et Virginie, qui était un best-seller en fait, à la fin du XVIIIe siècle, je crois. Et lui, Bernardin de Saint-Pierre, donc, a beaucoup influencé George Sand comme Jules Néraud pour écrire son premier roman, Indiana. Voilà. Et donc, en fait, ses convictions sur l'environnement sont saupoudrées en fait, à travers toute son œuvre, et que ce soit dans les œuvres, les romans, mais aussi la presse, effectivement. Voilà. Par rapport à Fontainebleau, oui, effectivement, en fait, c'est une forêt qui a été développée autour c'est un pavillon de chasse. Voilà. Mais il y a effectivement, tu disais, là, des déserts de sable qui étaient là d'avance. En fait, il y a des formations géologiques naturelles, mais extrêmement variées, diversifiées, qui en font une particularité et un objet de curiosité pour les peintres et artistes en tout genre. Il y a eu des centaines de peintres à Barbizon. Barbizon, qui est une commune à la lisière de Fontainebleau, qui a donné le nom à l'école dite de Barbizon, avec notamment donc Théodore Rousseau ou Millet, qui étaient proches de Sand. Voilà. Ouais. Merci Vincent. Moi, je voulais savoir, dans le chêne parlant qu'a écrit George Sand pour ses filles, quel est le lien avec la nature dans ce qui la concerne vraiment ? Alors, dans ce conte, effectivement, qui se trouve dans les contes d'une grand-mère, c'est une façon de focaliser l'attention précisément sur un arbre, de lui conférer une dimension humaine, sensible, et de présenter cet arbre en relation donc avec le petit garçon qui a un petit porcher, Amy, qui est le protagoniste de ce conte. C'est une relation d'accueil, de protection, une relation de communication. Et puis, alors, elle réinvestit aussi dans ce conte tout un ensemble de connaissances plus lointaines, antiques, etc., mythologiques, sur le chêne, le chêne qui était un arbre oraculaire. Ce chêne parle, Amy l'entend, le comprend. Évidemment, les profanes n'y comprennent rien et ne perçoivent pas, ne comprennent pas qu'un arbre puisse parler. Mais le vent dans les feuilles, etc., fait langage pour le petit garçon. Alors à la fois, elle mobilise des connaissances donc très anciennes, et puis elle les transpose très simplement dans une histoire qui est effectivement une histoire d'enfant pour les enfants, mais qui, comme on disait tout à l'heure, est aussi une histoire de transmission et une histoire qui porte un fort message d'écoute, encore une fois, de sensibilisation à la nature. Merci. Oui, en vous écoutant là tout à l'heure, je pensais à différents épisodes de la vie de George Sand, notamment quand elle était jeune. Elle se promenait à cheval, elle se promenait à pied. Elle adorait ça. Et très fréquemment, il voyait des nappes de pervenches. Les pervenches, elle aimait beaucoup. Et quand sa grand-mère est décédée, elle a fait aménager le petit coin cimetière qui relevait de la famille. Et elle a fait planter un arbre. Et surtout, elle voulait des pervenches sur la tombe de sa grand-mère. Et toute sa vie, elle a souhaité que ces tombes soient végétales. Alors, ça rejoint un petit peu les préoccupations actuelles. Vous savez que nos cimetières sont très minéraux. Ils sont très chauds, l'été notamment. Et on cherche à les végétaliser. On crée des allées à l'heure actuelle. Alors, vous voyez, George Sand est précurseur un petit peu aussi dans ce domaine de l'aménagement des cimetières. Oui. C'est une petite anecdote, mais à peine. Là, on peut rajouter, hélas, son fils n'avait pas les mêmes idées qu'elle, et la pierre tombale énorme qui est sur sa sépulture, moi, me fait vraiment horreur. Oui, voilà. Tout à fait. C'est vraiment le contraire de ce qu'elle souhaitait. Absolument.
une tombe lugubre, massive. Absolument. C'est de la lave de Volvic. C'est monstrueux. C'est sombre, c'est noir, c'est triste. Et ça, il détestait ça. Ah, Pourquoi voulait-elle des pervenches sur les tombes en terre, bien évidemment. Bien sûr. C'est parce qu'il y avait la gaieté, il y avait les plantes, et ça poussait. Tout à fait. D'autres questions? On change de bord. Voilà. George Sand, visionnaire, femme d'aujourd'hui, comme l'écrit un des biographes, Jean Chalon. J'ai découvert en 2004, à l'occasion de cette publication. Moi, je me posais des questions sur son inspiration par rapport aux œuvres littéraires qui ont pu la précéder. Vous avez évoqué le côté sensible. On croirait retrouver une part des rêveries d'un promeneur solitaire, entre autres, peut-être d'autres auteurs. Alors, oui, particulièrement Rousseau, effectivement. Elle était très, très, très influencée, imprégnée même, par Rousseau et en particulier donc, son amour de la nature. Si je peux me permettre, la question est de savoir si George Sand, alors ça c'est un peu dérangeant, est une écriture féminine ou pas. Y a-t-il une spécificité de l'écriture féminine ou pas? C'est-à-dire que s'il y a une autre grande écrivaine, dont d'ailleurs elle s'est beaucoup nourrie, ce qu'elle n'a pas souvent reconnu, c'est Madame de Staël, qui est déjà imprégnée de cette nature-philosophie allemande et qui va la transmettre au pré-romantisme français, voilà, à la charnière 19e siècle, 18-19. Et pour moi, George Sand, elle est bien de cette époque-là, charnière 18-19, même si elle naît en 1804. La question, c'est celle-là, en fait. Après, il est évident que Bernardin de Saint-Pierre, enfin, les auteurs qu'elle a à disposition dans la bibliothèque de sa grand-mère, forcément, vont la nourrir intellectuellement. Mais je pense qu'elle a quand même C'est le cas de tous les auteurs, de toute façon, de tous les artistes. Ils commencent par s'inspirer de ce qui s'est fait avant eux, avant de trouver cette modalité d'expression qui leur est propre et à la fois universelle. C'est-à-dire que ce sont de grands artistes, parce que ce qu'ils disent dépasse le ici et maintenant et l'individu pour atteindre à quelque chose de beaucoup plus grand. Pour parler du jeu féminin ou masculin, je pense que de toute façon, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est les deux. Parce que tout ce qui est publié, c'est un jeu masculin, mais dans la correspondance, le jeu est toujours féminin. Voilà. Ah si? Ah non, pas toujours, mais enfin, quand elle est... Non, la correspondance vraiment intime, je veux dire. Dans la correspondance intime, avec en particulier les femmes de sa vie, justement, et Maurice, voilà, le jeu est toujours au féminin. Mais le jeu public, effectivement, est masculin. Mais bon, je trouve que ça n'a pas d'importance. Aucune importance. Moi, j'avais juste une remarque. On a beaucoup parlé de l'influence de l'homme sur la nature, mais il y a un roman, je trouve, où la nature, elle influence les hommes et la manière de vivre en société. C'est Les Maîtres sonneurs, où entre la plaine, où on joue en mineur, et voilà. Et ça, c'est une forme de sociologie politique un peu avant l'heure, où on s'aperçoit que certains territoires peuvent façonner aussi, et certaines natures et certains écosystèmes, en tout cas, peuvent aussi façonner la manière de vivre des hommes. Et je trouve que ce roman, il est particulièrement intéressant. Alors, au-delà de la musique, bien sûr, sur cet aspect-là aussi où la nature peut elle-même influencer la manière de vivre des hommes. Et la sociologie politique arrivera quelques décennies plus tard dans les études universitaires. Et je trouve qu'elle avait réussi à comprendre. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que, je ne vais pas spolier la fin du livre, mais à la fin, on se retrouve dans un paysage, en tout cas une géographie utopique entre les deux. Voilà, c'est-à-dire que la nature, finalement, elle est le lieu de vie idéal, et en fait, elle recrée un paysage. Mais je trouve qu'on a vraiment, entre le Bourbonnais et le Berry, alors le Berrichon ne s'en sort pas grandi sur sa musique dans ce roman-là, mais il n'empêche que c'est assez intéressant de voir que la nature peut, elle aussi, en fait, contribuer à changer l'homme.
Oui, non, je voulais juste rebondir sur cette affaire de tombe, parce que je suis auvergnate, alors la lave, j'adore. Non, après, elle avait une grande connaissance de la géologie auvergnate, elle a aimé ce volcanisme, elle connaît bien. Elle le définit parfaitement dans les textes qu'elle a consacrés à ses voyages en Auvergne. Et Maurice, je ne suis pas sûre qu'il ait fait le pire des choix. D'abord, il est en pourparlers avec sa sœur à propos d'une pierre tombale, parce qu'on le sait grâce aux lettres qu'il lui a écrites à Solange. Et elle pensait plutôt à un porphyre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais provenant d'Italie. Je crois que la grandeur de Solange, encore une fois, c'était peut-être un peu too much. Et finalement, ils se sont rabattus sur cette lave, sur cette pierre de Volvic. Bon, voilà. Après, je suis pas sûre que ça soit le pire des choix. Qui en plus était à la mode à l'époque. Ouais, parce que George Sand aimait la lave de mon pays. Oui, c'était plutôt. D'autres questions ou... Je crois. Ah. Simplement pour ce que tu as dit, aujourd'hui, on intègre dans l'écologie l'éco-linguistique. Et justement, George Sand a fourni, elle aussi, si je puis dire, un certain apport dans ce domaine, à la fois par son dictionnaire Berrichon, qui n'a pas été réellement publié, mais par contre par ce travail subtil qu'elle fait d'intégration de dialectes berrichons dans des textes d'une langue française parfaitement maîtrisée. Et là, en fait, elle montre bien le lien intime qui dépasse, si je puis dire, le simple rapport à la nature et qui va jusqu'à l'expression du mot le plus approprié pour rendre compte de la perception que l'homme a de son environnement. C'était ça, en fait, l'idée derrière. Merci. Donc, je crois qu'on va conclure cette table ronde. Merci à chacune et chacun d'être venus et d'avoir intervenu. Et merci à vous tous et vous toutes d'avoir écouté.